Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du dernier volet de la nouvelle trilogie sur la planète des singes, dont ce volet se nomme Supremacy, et il est toujours réalisé par Matt Reeves. L'histoire, alors que le virus du premier film a totalement conquis la surface de la Terre, alors que les quelques êtres humains du second volet ne sont plus qu'une poignée désormais, un colonel va se fixer pour seule mission de tuer César, alors que celui-ci ne cherche qu'une seule chose, protéger son peuple et leur trouver un havre de paix. Putain, c'est vachement bien résumé, franchement. On va rien d'autre. C'est bon, on dit rien d'autre. Il est de retour, Hugo Joubert. Ça faisait longtemps. Oui, bah ça faisait depuis Trainspotting 2. Eh ben oui, on avait rien tourné depuis. Donc Trainspotting 2, ça faisait quand même un ça petit faisait moment. très très longtemps, ça m'avait manqué. C'est ça. Je reviens pour les suites. Tu reviens pour une suite. Encore une fois. Encore. Sauf que là, c'est le troisième volet. Donc troisième volet, alors c'est la fin. C'est la conclusion. C'est le volet qui est supposé se lier directement à celui de Charlton Heston de 1968. Donc il avait quand même un sacré poids sur les épaules, ce film. Il devait également succéder à L'Affrontement, qui avait été un des blockbusters les plus surprenants depuis de nombreuses années par son parti pris scénographique et par son histoire. Donc en fait, ce film débarquait avec le poids le plus immense sur les épaules, un des poids qui était quand même les plus costauds, je pense, des blockbusters américains, parce que contrairement aux autres qui partaient sur des terrains vierges, lui avait carrément le poids du « c'est le troisième film, s'il se foire, ça peut être la plus grosse dope de tous les temps ». C'est ça l'idée. Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers toi, Hugo, et que je te demande ce que tu as pensé de Supremacy. Et bah, Supremacy, bien, vraiment bien. À l'image de la trilogie, j'ai envie de dire, puisque je n'ai pas vu les autres, à part celui de Tim Burton. À l'image de la trilogie, il est bien, il se suit bien, on n'est pas perdu, et il y a toujours un parti pris dans la réalisation que je trouve vraiment fort agréable, même s'il y a quelques défauts, mais j'y reviendrai. Mais un bon film à aller voir, et intelligent en plus, et bien référencé. Enfin, il y a quelques références, je vous en parlerai plus tard. Plutôt conquis par ce film. Eh ben, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que là, Matt Reeves et son équipe ont réussi un travail de dingue, parce que le poids était tellement fort que l'on pouvait se dire qu'il pouvait être à côté de la plaque, et ça n'est jamais le cas. La planète des singes Supremacy n'est jamais un film qui est à côté de la plaque, c'est toujours un film qui est cohérent, c'est toujours un film qui suit une logique extrêmement pacifiste, je trouve, dans son message, là où justement La planète des singes est un film qui, sur sa base, en tout cas dans les années 60 et dans les années 70, était loin d'être le genre de film pacifiste, qui montrait plutôt des êtres humains destructeurs et des singes manipulateurs. Là, pour le coup, on est complètement dans l'opposé. Je trouve cette trilogie remplie d'un humanisme profond, d'une poésie absolument dingue, qui, au travers des deux films de Reeves, je trouve plus sur le que ce film de Rupert Sanders, qui était plus sobre. Ça, on est en désaccord. Plus sobre, je trouve plus sobre. Je dirais pas moins bon, je dirais plus sobre. Là, on est sur... Les deux films ont un vrai poids, les deux films ont de vrais partis pris, et les deux films sont hyper ambitieux, mais d'une manière complètement différente. Et là-dessus, c'est le point sur lequel je veux le plus appuyer. Je trouve que Matt Reeves a vraiment réussi à se réinventer entre L'Affrontement et Supremacy. Oui. Il a vraiment réussi à ne pas se reposer sur ses acquis du premier film, et à outrepasser ça pour offrir quelque chose de complètement neuf, offrir un regard frais à Supremacy, et offrir surtout beaucoup de nouveautés au genre, parce que c'est peut-être un des blockbusters d'action les moins actionneurs que j'ai vu depuis très longtemps. Ça prend le parti pris de ne pas montrer beaucoup d'action. Le pitch permet aussi cette liberté et de pouvoir placer des scènes qui sont absolument fantastiques. Je pense à la scène de la cascade, pas de spoiler, hein, mais à la scène de la cascade par exemple, ou même la scène de début. Il y a une idée de réalisation qu'on retrouvait déjà dans le second opus et qui a changé, mais qui est toujours là. Il y a toujours une patte créative qui manque clairement à d'autres blockbusters. Je pense par exemple à ce Marvel. Voilà, c'est placé. C'est placé, la petite pique Marvel, comme d'habitude à chaque fois qu'il y a un bon blockbuster. C'est ça. Tac. Ça commence déjà au niveau de l'écriture, moi je trouve, parce que Mark Baumbach et Matt Reeves, ils ont quelque chose. Mark Baumbach, qui est pas forcément l'un des plus grands scénaristes actuels à Hollywood, c'est le mec qui avait écrit le remake de Total Recall et Die Hard 4. Bon, Die Hard 4, c'est ce que c'est, ça, à côté de Die Hard 5, c'est limite un chef-d'œuvre. En même temps, le poids n'est pas forcément très grand. Mais voilà, Mark Baumbach, c'est pas forcément un grand scénariste, même si dans sa filmographie, on a Unstoppable, qui est le dernier film de Tony Scott, qui était quand même plutôt bien écrit, je trouvais. Il y avait un vrai message. Et là, pour le coup, le fait que ce soit les deux qui écrivent et non plus seulement Mark Baumbach, comme ce fut le cas sur L'Affrontement, ça permet d'avoir un meilleur équilibre, je trouve, en termes d'écriture. Après, on parlera de la mise en scène, mais je trouve en termes vraiment d'écriture, les deux arrivent vraiment bien à s'équilibrer. Et en sachant que l'un des seuls travails reconnus de scénariste de Matt Reeves est Piège à grande vitesse avec Steven Seagal,
on peut se dire qu'il y a du chemin qui a été fait C'est clair. en termes d'écriture. Non, c'est sûr que le scénario est vraiment. Il est à la fois. Enfin, on suit plusieurs histoires quand même. Enfin, deux camps principaux, j'ai envie de dire. Mm. Et on les suit bien, on n'est pas perdu et on a de l'empathie, que ce soit pour les singes ou pour certains soldats ou pour certains êtres humains en tout cas. Donc il y a vraiment tous les éléments qui sont apportés et même la tentative réussie d'humour dans le film qui était complètement absente dans les autres, enfin dans les autres films de la trilogie. Alors, c'est vrai que oui, c'est vrai que ça c'était un point qui était souvent pointé du doigt. On trouvait que les autres volets étaient extrêmement pessimistes et que justement il y avait rarement de la beauté qui était montrée dans l'être humain. Enfin, c'était une beauté mais Là, qui était montrée par d'autres. Sans raconter, voilà, on a quand même un trait d'humour qui fait du bien parce que enfin, c'est quand même un thème qui est relativement lourd, des films qui sont relativement lourds, toute la trilogie. Et voilà, d'avoir ce petit truc en plus, bah, ça fait du bien. Ça permet voilà, de passer un peu plus le pessimisme et d'avoir un côté plus humain aussi. Ouais, même parce si que c'est des singes. le pitch de base, je vous l'ai pas dit dedans, mais il y a un placement de situation, sans trop en dire, parce que moi je ne le savais pas en allant voir le film, donc je veux pas que les gens le sachent. Mais ce qui va amener César à traquer le colonel, c'est extrêmement puissant et c'est extrêmement macabre en fait comme introduction de film. Oui. Ce qui l'incite à prendre les armes et à poursuivre cet homme, c'est quelque chose d'extrêmement viscéral qui, dès le début, fout le long métrage dans une espèce d'horreur qui va être prépondérante à tout le film. Voilà. Et le fait d'amener de l'humour, comme tu dis, permet également de montrer une autre facette de l'être humain que si ça avait été uniquement limité à ça, le film aurait été... Ah ouais, non, c'est sûr que le film aurait été bien dur. Hein. Il aurait été difficile à regarder du début à la fin, hein, clairement. Hein. Ça aurait été une épreuve. Hein. Enfin, dans le bon sens, mais ça aurait été une épreuve. Oui. Ça aurait été physique et moral hein, comme film. C'est ça. Mais de là, il arrive très bien à poser ça. Et puis, il y a toute une disposition dans la création de la galerie des personnages qui va accompagner au fur et à mesure César et sa petite troupe, qui est vraiment intéressante. On pense à Bad Ape, on pense à la jeune fille qui se pointe en plein milieu du film et qui apporte beaucoup de sensibilité à de nombreuses scènes. Il y a notamment une scène dans le camp de réfugiés qui est magnifique. Oui. Je trouve magnifique. Et c'est à ça en fait qu'on se rend compte qu'ils ont voulu aller beaucoup plus loin que simplement raconter encore un affrontement. Oui, c'est ça. Oui, c'est beaucoup plus que ça. Là, on a des références à des pratiques qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense par exemple à ce fameux camp de réfugiés que j'appellerais plutôt camp de concentration. Donc, clairement, c'est un camp de concentration en attente de crever. Faut dire ce qui est. Et voilà, comme je disais, toutes les autres références qu'il peut y avoir, je trouve ça très bien amené. Je ne sais pas si certaines références sont faites exprès, mais en tout cas, elles sont... Ah bah il y a des références ouvertes aux autres films qui sont évidentes. Déjà. Et à d'autres médias, je sais pas si je t'en ai parlé à la sortie du film, mais il y avait certaines scènes où j'avais l'impression d'être dans le décor de The Last of Us. Oui, c'est vrai que oui, il y a énormément de références à ça. Ça faisait vraiment, vous irez voir, vous direz dans les commentaires, mais moi je trouvais qu'il y avait certains moments où on avait l'impression d'être dans The Last of Us. C'est jamais vraiment caché. Hein. Mais moi ce qui me marque en fait, c'est l'aspect très politisé de ce long métrage. Et il n'y a plus beaucoup de blockbusters qui sont vraiment politisés ouvertement par rapport à ça. Mais franchement, un groupe de singes détenus dans un camp, par un colonel manipulateur hyper croyant et hyper américain, qui a un drapeau juste au-dessus de sa loge, et qui fait construire un mur de protection à un groupe de singes, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus pour savoir que c'est un film qui est anti-Trump. Hein. Voilà. C'est très même ouvertement. Anti-États-Unis, anti-militariste. Anti-militariste, c'est... Du fait qu'il y ait aussi des références à Apocalypse Now, qui était lui-même un film anti-militariste. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Oui. Très bon jeu de mots. Et même l'acteur, on en parlera après, mais l'acteur qui joue le Woody Harrelson, qui fait très ouvertement référence à un Marlon Brando dans Apocalypse Now. Et qui le fait très bien. Ouais, je trouve très bien. En tout cas. Mais voilà, on sent qu'il y a un amour du cinéma et qu'il y a un amour également de montrer ce qu'il y a de bien en l'humanité et ce qui ronge aujourd'hui l'humanité. Et là, ça le montre très bien, notamment en se centrant beaucoup plus sur le pays. Enfin, c'est dingue, mais le film s'ouvre sur un mur qui éclate. Et au fur et à mesure du film, les hommes manipulent des singes pour reconstruire un mur. Pour qu'à la fin ce mur soit à nouveau détruit. C'est hyper métaphorique, c'est hyper fort. C'est hyper fort de montrer des singes qui construisent un mur pour se protéger simplement.
face à des hommes qui obligent des singes à construire un mur, non plus uniquement pour se protéger, mais pour simplement poser leur gros souille et dire regardez, on va être capable de défendre uniquement notre ego. C'est hyper fort. Et de toute façon, le film est... Voilà, c'est très politisé, comme l'a été le premier et le deuxième de cette trilogie. Alors pour le coup, c'est quand même le plus politisé, je trouve, celui-là. Ouais, parce que le deuxième était politique, mais c'était plus ancré dans des anciens idéaux politiques. Là, on est vraiment dans du moderne pur et dur, on est vraiment ancré dans notre époque. Je pense surtout au premier, en fait, j'ai beaucoup plus de souvenirs du premier, peut-être parce que je l'ai vu un peu plus. Et là, c'était vraiment la défense des animaux et le traitement des animaux. Le traitement infligé aux animaux en captivité. Que ce soit dans les zoos ou dans les centres de recherche. Voilà, donc c'est quand même une trilogie qui reste politisée, même si celui-là est beaucoup plus fort, puisque beaucoup plus d'actualité. Oui. On sent qu'il a été pleinement écrit pendant l'ascension justement de Donald Trump du côté des républicains. C'est clair et net que je pense les mecs ils ont vu Donald Trump arriver, ils ont fait bon on va réécrire un petit peu le scénar, on va l'actualiser parce que ça ressemble plus vraiment à ce qu'on voulait faire. À la base il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas non plus d'obligation de construire un mur, donc on va le rajouter, on va l'appliquer là-dessus. Mais ouais, au niveau de la mise en scène, Matt Reeves, moi je trouve c'est dingue parce qu'il y a une évolution absolument folle dans sa manière de concevoir sa scénographie. Parce que dans le premier, moi ce qui m'avait pris au trip, dans l'affrontement, son premier film, ce qui m'avait pris au trip, c'est que il n'y avait pas un seul plan en mouvement. C'était que des plans fixes dans l'affrontement. Que un ensemble de plans fixes, et s'il devait y avoir un mouvement, c'est parce que la caméra était située à un endroit où il y avait un mouvement. Je me rappelle, le seul mouvement que j'ai vu de tout le film, c'était sur une tourelle. Il y avait un singe qui était sur un tank sur une tourelle, et c'est le moment où il tournait pour canarder les humains. C'est le seul moment où il y avait un mouvement parce que la caméra était accrochée à la tourelle. Sinon tout le reste du temps, fixe. Constamment fixe. Et je trouvais que c'était un parti pris pour un blockbuster à quasiment 150 millions de dollars qui était hyper culotté. Parce que je vois pas beaucoup de metteurs en scène qui oseraient dire à un producteur « Écoute, moi mon film je vais le faire qu'avec des plans fixes. » C'est-à-dire tu vas pas avoir de mouvement, tu vas pas avoir de travelling, tu vas pas avoir de caméra à la grue, que du fixe. Et je me dis qu'un metteur en scène qui ose dire ça et qui ose arriver à le faire passer... Et qui en plus réussit à avoir un résultat convaincant, en plus. Plus que convaincant. Plus que convaincant. Il doit avoir des couilles comme ça. Des couilles de baleine, quoi. C'est des tétés, ces couilles, tellement elles sont énormes. Mais c'est dingue. Et donc là, résultat, c'est un autre parti pris complètement différent. C'est un parti pris qui est quasi inverse, en fait. Quasiment tout le film est en mouvement. Il y a très très peu de plans fixes, et les rares plans fixes, en fait, le reste peu de temps. Et il y a une raison, mais il y a une raison aussi, même si on va pas forcément la dire, il y a une raison pour que ce soit constamment en mouvement. Complètement. C'est le but, enfin, c'est clairement évident. Je pense clairement il y a un intérêt dans la mise en scène, dans le jeu du mouvement, pour montrer que justement la caméra a envie que ces personnages avancent, que ces personnages évoluent, qu'il y ait une sorte d'évolution de l'humanité. Et le fait est que dans le film, quasiment tous les personnages ne font qu'aller à reculons. C'est ça qui est dingue, mais la caméra avance, mais les personnages reculent constamment. Quand César devrait emmener sa colonie se réfugier, il recule pour aller combattre le colonel. Quand le colonel devrait partir pour éviter les êtres humains qui viennent pour l'anéantir, il préfère rester, quitte à carrément faire du reculon et du surplace, pour être sûr de se défendre et de croire encore en quelque chose qu'il ne peut pas. C'est ça, et s'enfermer. Et quand les hommes devraient accepter l'évolution inéluctable qui doit leur arriver, ils préfèrent massacrer leurs semblables plutôt que de justement accepter cette évolution. C'est hyper fort de toute façon, mais c'est vrai que résultat, il y a un excellent jeu entre les mouvements des personnages et le mouvement de la caméra tout au long du film. Enfin, ça... Voilà, comme on disait, la réalisation est vraiment... Matt Reeves est un grand metteur en scène, je trouve. Et on a eu tendance à trop le limiter, tu vois, à la scénographie de Cloverfield, qui était un parti pris, voilà, c'était un parti pris à l'époque. Mais c'est vrai qu'on a eu trop tendance à limiter à ça, et c'est pour ça qu'il y avait plein de gens, quand il y avait eu la planète des singes d'affrontement qui était sortie, qui pensaient que ça serait un nanar. Parce que justement, ils se disaient, ouais, Matt Reeves, son seul gros travail de réal, c'est Cloverfield et c'est le remake de Let Me In. Ce qui, voilà, pour certains, était pas... Mais Cloverfield, c'est J.J. Abrams, le réalisateur? Non, c'est Matt Reeves, le réalisateur. J.J. Abrams n'est que producteur. C'est bien, je t'apprends des choses. Je note. Mais donc ouais, voilà, enfin, moi je trouve le travail de mise en scène de Matt Reeves absolument phénoménal, et puis je révélerai pas, mais toute la portée symbolique de la fin, toute la force et l'impact des émotions qui se dégagent, enfin... C'est un film qui est humain. C'est un film qui est profondément humain, au travers de singes en plus. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est un personnage emmené par des singes, et pourtant c'est un des films les plus humains que j'ai vu depuis très longtemps, c'est un des films les plus poétiques et les plus forts, et c'est un des films les plus pacifistes, quoi. C'est hyper important pour moi, mais c'est un film qui montre que ce n'est pas par la violence qu'on résout les choses et les affres du monde. Et je pense que le travail de Andy Serkis en César
joue énormément. Je pense qu'on va passer au Ah bah ça casting. c'est clair, mais là t'as Mais, raison, tu fais bien de l'appuyer tout de voilà. suite, mais oui. C'est voilà, enfin, on n'avait pas besoin de le prouver parce qu'on sait déjà que c'était un grand acteur. Mais Mais là, dans le rôle de César, parce qu'il parle. Là, c'est vrai que Là, c'est il rare, parle. mais c'est vrai que c'est rare. Mais Matt Reeves a choisi justement que tous les autres singes quasiment ne parlent qu'en langage des signes, quasiment. mais que César soit quand même Mm. montré comme le leader et que résultat il parle. Les Américains ont trouvé que justement ça faisait sortir un petit peu du film parce qu'ils se seraient dit qu'un parti pris complet d'un long métrage avec uniquement des personnages qui parlent en langage des signes, c'était hyper culotté. Moi je trouve qu'au final ça fait ressortir César et ça lui permet d'avoir un impact sur le spectateur qui est beaucoup plus proche, on va dire, au niveau de l'émotion, au niveau de C'est ça. l'immersion et de l'empathie, ce qu'il n'aurait pas forcément eu s'il n'avait parlé qu'en langage des signes, parce qu'en fait on pourrait presque voir ça. Le premier long métrage c'est l'évolution, donc on voit le personnage de César évoluer, donc on est plus... Bah, c'est plus une on naissance. s'interroge sur lui Le premier, c'est et on plus le voit une naître. naissance. C'est ça. Le deuxième, on est dans la fascination, parce que les quelques phrases qui va sortir, c'est des phrases symboliques, donc on est fasciné par le personnage. Et donc là, on passe carrément sur l'empathie, puisque le but, c'est de nous faire comprendre pourquoi ce personnage va faire ces actions-là. Donc le fait de le faire parler, donc de nous le rapprocher à nous, ça nous permet d'avoir de l'empathie beaucoup plus forte. Voilà. Et fait Donc, que ça soit Andy Serkis. Andy Serkis, c'est vraiment, enfin, il réussit totalement ce rôle-là. Moi, je l'ai trouvé vraiment excellent. Ah, moi, je le trouve parfait. Pour, Enfin, pour changer, il est Pour rarement, changer, voilà. il est rarement mauvais, mais voilà, là, il fait vraiment un travail parce qu'il a un personnage vraiment important et il fait un travail qui est excellent, même si les autres acteurs sont aussi très très bons. Et on pense à Woody Harrelson, Voilà. qui joue dans le rôle du colonel, enfin, qui est sous perfusion de Marlon Brando, qui C'est s'éclate, ça. qui en fait C'est clair. qui en fait des caisses. Enfin, moi, je repense à cette scène où il parle justement de la mort de son fils, Oui. qui est hyper forte, qui est très très bien amenée et qui montre en fait la cruauté de cet être humain qui pourtant est persuadé de faire quelque chose d'humaniste. Mm. C'est terrible, mais c'est un film en fait qui, au travers de l'interprétation de Woody Harrelson, je trouve, arrive à déclencher un message fort chez l'être humain et chez le spectateur, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on pense que nos actions sont justes qu'elles le sont forcément. Voilà. Et c'est là que le film est terriblement pessimiste sur l'homme et optimiste sur cette nouvelle humanité qui sont les singes. Voilà, c'est ça. Parce que la véritable humanité se cache dans les singes et pas dans l'homme. Ce qui fait mal au cœur, parce que malheureusement c'est une réalité aujourd'hui, une humanité. Des fois on est un petit peu con. Pour le reste du casting, par contre, ça a été. Alors moi je retiens pas- surtout Steve Zahn qui joue Bad Ape, qui Oui. est vraiment bien, très surprenant. Moi je trouve cet acteur-là, il a quelque chose de très fort et il pourrait être cliché mais il ne l'est jamais. Voilà. Ce qui... Je le trouve vraiment Parce que bien. c'est de lui en fait qui est généré l'humour, le fameux Oui. humour dont tu parlais, Voilà. c'est lui qui déclenche cet humour. Et résultat, c'est pas un humour qui est lourdingue, c'est un humour qui est vraiment Mm. subtil, qui est frais, presque je dirais. Et moi je retiens Amia Miller, la petite révélation du film, qui joue la jeune fille, qui ne joue parle pas. pas du film Qui joue parfaitement bien. et qui est superbe. Enfin, Ouais. moi je suis désolé, mais la séquence où il y a le grand orang-outan qui montre comment dire espoir, et tu sais, qui fait courage, non c'est courageuse. Courage. Pour lui montrer qu'elle est courageuse et qu'ils font ça, enfin... Oh, je trouve cette fille, elle a c'est vraiment, réussi ici à retranscrire quelque chose, enfin... Ah, c'était Même excellent. la scène sur la plage où le regard qu'il y a entre César, donc qui défend et qui va tuer pour les singes, et cette petite fille-là, j'ai trouvé cette scène de regard tellement importante et tellement juste que, ouais, voilà, ça a beau être une enfant, elle a parfaitement tenu ce rôle voilà, d'être humain, mais Mais pas complètement. pas complètement. Mais pas complètement Voilà. pour éviter de trop en dire. Voilà, c'est ça. Il y avait un point que je voulais que tu abordes quand même, parce que c'était un des points que tu avais fait ressortir comme un petit peu déroutant, c'était la BO de Michael Giacchino. Voilà. Pour moi, il y a certaines chansons qui sont absolument parfaites. Je repense à cette scène de début filmée du dessus, Mm. ce moment de bataille que je trouve vraiment bien et la musique va parfaitement dessus. Il y a d'autres moments où elle m'a fait presque sortir du film. Je pense au moment où ils sont dans les montagnes, où ils sont en petits groupes en train de marcher dans les montagnes. Ouais. Et là, il y a une espèce de musique qui se lance. Et à la limite, on aurait collé une musique du Hobbit, ça aurait été parfait. Autant là, ce thème-là, je trouvais qu'il n'allait pas forcément bien avec cette scène. Je trouvais, enfin, il y a quelque chose qui faisait ressortir. Et ça collait pas forcément. Et j'attache énormément d'importance à la musique dans les films. Et là, ça m'a pas transcendé et pas convaincu. Ça n'empêche que c'est un très bon film. Mais la BO est pour moi le principal défaut de ce film. Mais je peux te comprendre, parce que moi je pense que Michael Giacchino est arrivé à un stade en fait où il a du mal à renouveler son œuvre et où il a du mal à apporter un petit peu de nouveauté justement à ses compositions musicales. Et je pense qu'à ce stade-là, en fait, ses compositions musicales ont une patte,
mais qu'elle est assez limitée et que par moments elle peut sembler à côté de la plaque. Moi j'ai plutôt accroché à la bande originale. C'est pas pour autant une BO que je réécouterai constamment, Voilà. contrairement à celle de Dunkerque par exemple. Mais pour donner une idée, c'est une BO qui passe, mais qui est très limitée. J'utiliserai le terme limité parce que je pense qu'elle n'a pas la parabole et l'ambition de la mise en scène et de l'écriture de Baumbach Ouais, et c'est Reeves. Je pense que voilà, elle n'est pas forcément en adéquation complète avec le reste du film, mais elle en reste pas mal. C'est vrai, c'est le terme, pas mal. C'est pas Ouais, mal. moi, non, je Mais suis venant de vraiment- Michael Giacchino, moi je trouve que c'est décevant presque. C'est décevant dans Bon, un sens. ça n'empêche pas, il faut aller voir le film quand même. Hein. Mais, Non mais ouais, bah oui, voilà, on va conclure là-dessus. Donc toi, oui, tu le conseilles forcément aux gens d'aller voir ce film. je conseille d'aller voir La planète des singes, le dernier volet. Surtout que c'est le dernier volet. Donc pour les fans de la saga ou pour ceux qui s'initient à la saga, il faut aller voir ce film. Parce que ça fait le très bon lien en plus Voilà. si vous voulez enchaîner avec les films de Charlton Heston. Et les fans du film de Charlton Heston vont adorer la manière avec laquelle ça se conclut parce que résultat ça fait très très bien le pont. Enfin là-dessus il y a rien à redire, mais je trouve que c'est un des blockbusters de cet été les plus marquants. En fait c'est pas forcément le meilleur mais c'est un des plus marquants parce qu'il a une identité, il a une patte et quelque chose qui le fait ressortir de tout le reste. Parce que clairement aujourd'hui il y a un souci avec les blockbusters à l'américaine. Il y a peut-être même un souci avec les blockbusters à la française, on verra ça avec Valérian. Mais dans tous les cas, voilà, il y a un petit souci avec les blockbusters qui sortent l'été. Et l'avantage, c'est qu'on a des petites pépites de fraîcheur cet été qui sont sorties. Dunkerque, La planète des singes Supremacy, Baby Driver, qui apportent de la nouveauté et qui nous font croire qu'aujourd'hui, on peut encore espérer autre chose des blockbusters. Au final, Hugo et moi, on est d'accord, on vous conseille La planète des singes Supremacy de Matt Reeves. Faut le voir en salle en plus. La 3D, moi j'ai trouvé aussi excellente, sans être pour autant transcendante, elle est plutôt bien. Elle est bien, ouais. Elle est bien. Et ben merci mon cher Hugo d'avoir participé à cette merci vidéo. à toi de m'avoir invité. Et ben, je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va dire aux gens Hugo? Qu'il faut aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films évidemment. A plus. Ciao. Bisous, je t'aime.